clôturer cette série de présentations, je vais accueillir Zineb El Yamani, étudiante à la maîtrise en sciences numériques. Alors, on a déjà eu l'occasion de voir Zineb ici, puisqu'elle a participé à 2 autres événements avant ça. Donc, l'événement par l'association de la sclérose en plaques de l'Estrie et un deuxième événement qui s'intitulait Démonte ton mythe. Donc, aujourd'hui, Zineb, elle va nous pousser à nous demander pourquoi on ne pourrait pas changer de perspective pour voir autrement la sclérose en plaques. Zineb. Ok, parfait. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à comment voir la sclérose en plaques autrement. Mais avant de répondre à cette question, est-ce que ça marche comme ça? Oui. Est-ce que vous savez donc comment vous parvenez à vous pouvez me voir aujourd'hui devant vous et comprendre que c'est une présentation Bistro-Brain? Mais en fait, c'est grâce à un lien entre vos yeux et votre cerveau. Ce lien, c'est ce qu'on appelle un axone. Cet axone, c'est tout simplement un câble téléphonique qui va permettre la communication entre vos yeux, qui vont recevoir de l'information brute, et ensuite l'envoyer à votre cerveau, qui va reconstruire l'image et comprendre que c'est une présentation Bistro-Brain. Mais si on comptait seulement sur ce câble téléphonique, disant que la communication serait vraiment lente, heureusement, vos câbles téléphoniques sont entourés de ce qu'on appelle la myéline, qui va venir accélérer considérablement la communication et la rendre plus efficace, voire même instantanée. Donc la myéline est un concept clé pour la présentation d'aujourd'hui. Un autre concept clé, c'est le système immunitaire. Vous savez, cette armée de super-héros qui va venir s'alarmer s'il voit un intrus dans notre corps et venir donc l'attaquer pour l'éliminer de notre corps, pour protéger notre corps. Mais en fait, en sclérose en plaques, cet intrus, c'est la myéline. Et oui, le système immunitaire va venir s'alarmer contre la myéline, venir l'attaquer, causer des lésions, et donc la communication va être vraiment perturbée, et donc l'image devient floue. Heureusement, un chef de l'armée va venir leur dire « Wow, calmez-vous, vous êtes en train de faire tout et n'importe quoi ». L'attaque prend fin, et petit à petit, on récupère l'image, la belle image devant vous. Bonjour. Donc, reprenons depuis le début. Donc, avant, vision normale, attaque brutale, subite, vision floue, et puis, on revient à la normale, fin de l'attaque. Donc, ça, c'est ce qu'on vient appeler une attaque aiguë en sclérose en plaques. Ça peut concerner autant les yeux que n'importe quelle autre partie du corps. Et c'est comme ça que la sclérose en plaques va venir évoluer dans le temps. Cependant, ici, je vous parle de 85% des cas de sclérose en plaques, qu'on caractérise comme des scléroses en plaques récurrentes rémittantes. En effet, parce qu'il y a une autre forme de progression de la maladie, et ça s'appelle la sclérose en plaques progressive, qui va venir évoluer de façon un peu douce avec une attaque chronique et continue dans le temps. Donc comment, aujourd'hui, maintenant que vous comprenez tout ça, comment on peut venir évaluer ces symptômes en clinique? Le médecin va venir faire ces petits tests pour voir les symptômes. Et bien sûr, il y a certains symptômes qui peuvent lui échapper. Donc il va poser la question comment tu te sens? Et là, il y a 2 scénarios. Soit le patient va dire tous les détails au risque de devenir un sujet thèse, ou il va se dire un petit ça va, en espérant que ça passe et qu'il puisse retourner chez lui et reprendre sa vie. Heureusement, les médecins vont utiliser une image, ils vont venir prendre une image de notre cerveau. Généralement, ils préfèrent une coupe horizontale, comme ceci, et l'image va ressembler à ça. Et là, ici, on voit déjà les lésions, ici en blanc. Est-ce que tout le monde les voit? Ok, il y a là-bas, parfait.
Et bon, l'appareil photo ressemble plus à ça en réalité. C'est ce qu'on appelle l'IRM. Et selon les besoins du médecin, donc il y a différents filtres. Par exemple, si le médecin demande où sont les lésions, le filtre localisation s'active. Et là, donc, on va voir cette image où chaque lésion va dire qu'elle est là. Et généralement, il y a beaucoup de lésions. Donc ça peut devenir un peu contraignant. Et là, on commence déjà à voir l'utilité de l'informatique pour venir détecter tout ça de façon automatique. Un autre filtre qui est intéressant en clinique, c'est le filtre « Est-ce que vous êtes en attaque aiguë ?» Donc le médecin demande aux lésions « Est-ce que vous êtes en attaque aiguë ?» Donc l'IRM active le filtre attaque aiguë. Et donc là, c'est ce qu'on va voir. Donc si la lésion est en attaque aiguë, donc on la voit ici, alors que l'autre qui était ici, on voit rien. Donc elle n'est pas en attaque aiguë. Et c'est tout. Donc généralement, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui en clinique. Mais la physique et l'IRM est beaucoup plus puissante que ça. Parce que oui, il y a beaucoup plus de filtres, mais ces filtres sont en cours d'exploration. Donc ils ne sont pas encore utilisés en routine clinique, ils sont plus utilisés en recherche clinique. Et c'est ce qui m'intéresse. Par exemple, il y a un filtre qui va venir quantifier la quantité de perte de myéline, un autre qui va voir en fait un peu les fuites d'électricité, donc à quel point c'est mal structuré. Un autre qui va venir, je vois pas, l'électricité fuit dans tous les sens, l'axone, donc il va pouvoir même venir voir le câble électrique en dessous de la myéline, est-ce qu'il est endommagé. Et un filtre qui est très tendance aujourd'hui, qui est le filtre attaque chronique. Oui, donc cette attaque lente et douce, mais en fait, on peut voir si la lésion est en attaque chronique. C'est toujours pas très utilisé en clinique aujourd'hui, mais donc ça va le devenir dans les prochaines années. Et donc par exemple, cette lésion qui est là, en fait, elle dit qu'elle est en attaque chronique. Et donc moi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup pour ma maîtrise, c'est de venir comprendre en fait tous ces filtres, la biologie qu'il y a derrière, la physique qu'il y a derrière, et utiliser donc des outils informatiques pour extraire en fait l'information la plus pertinente pour avoir en fait l'histoire de chaque lésion et la fournir au médecin pour mieux comprendre de façon plus personnalisée les patients. Donc bon, mais aujourd'hui, qui tient le micro? C'est moi. Ce qui veut dire que c'est à moi de vous raconter mon histoire, ou plutôt à elle de vous raconter son histoire. Donc qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui devant vous en tant que femme en sciences? En fait, à très jeune âge, elle savait déjà qu'elle voulait devenir ingénieure. Donc oui, elle avait en fait résolu sa première équation différentielle à l'âge de 4 ans. C'est vraiment surprenant. Et surtout, c'est absolument faux. Parce qu'en fait, disons qu'on lui a juste bien vendu le parcours d'ingénieur. Et donc, je reviens sur la slide encore si vous voulez. Mais donc, du coup, son plan d'action était le suivant. Premièrement, elle devait donc faire un parcours préuniversitaire en sciences. Ensuite, elle devait se préparer pendant 2 ans pour passer un concours pour, après, intégrer une école d'ingénieur. Super. Donc, à peine lancée déjà, on lui dit des réflexions, disons, assez décourageantes. Mais Zineb, heureusement, elle trouve vraiment la science super cool, au point qu'elle dit je vais relever le défi et je vais prouver en fait que c'est absolument faux. Et c'est ce qu'elle fait. Elle réussit. Et puis ensuite, on la prévient en fait que la préparation de ce concours, c'est pas de la tarte. Et donc ça va être vraiment compliqué. C'est l'enfer. Et Zineb, vous la connaissez maintenant, elle se jette dans le feu. Et encore une fois, c'est l'enfer et elle s'y plaît. Je pense qu'elle a des petits soucis, mais bon. Et voilà, donc c'est le jour J, la feuille d'examen se pose sur la table, elle est préparée, elle attendait que ça pendant 2 ans. Et donc, quand elle voit la feuille, voilà ce qu'elle voit. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Zineb est en attaque aiguë. Après 2 ans de préparation, c'est tombé pile poil, donc le jour de l'examen. Bon,
Donc on lui a dit, heureusement, c'est pas grave, tu pourras le passer l'année prochaine au pire. Bon. Et à la surprise de tout le monde, même de Zineb, Zineb réussit son concours et intègre la première école d'ingénieurs donc, au Maroc. Donc c'était vraiment cool. Et cependant, on lui a dit aussi qu'elle avait la sclérose en plaques. Ce qui fait qu'il y a eu une grosse remise en question de cet objectif pour lequel donc, elle se battait depuis si longtemps. Est-ce qu'il en valait vraiment la peine? Est-ce qu'il avait un sens? Et donc, n'oublions pas qu'aujourd'hui, le titre de la présentation, c'est « Comment voir la sclérose en plaques autrement ?» Et c'est exactement ce que je fais moi aujourd'hui devant vous. Parce qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est d'améliorer donc, la vie des patients atteints de sclérose en plaques. Et cela, ça va être à travers une multitude de défis. Donc, en tant que scientifique, mon premier défi, c'est la recherche scientifique. Aussi, c'est la vulgarisation scientifique. Et c'est pour ça que je remercie le collectif et Bistro Brain. Et donc, pour me donner cette opportunité de parler de la sclérose en plaques, parler de la recherche, et pour espérer que les patients, en fait, puissent retrouver des informations donc, plus accessibles. Et enfin, je me lance dans un défi sportif avec un levée de fonds pour soutenir l'association sclérose en plaques de l'Estrie. Donc, si vous voulez contribuer à cette mission aussi, n'hésitez pas à aller checker leur site web. Et voilà, donc maintenant vous connaissez ma mission. Donc peut-être je ne la ferai pas dans un Brabus, mais au moins donc, je vais la faire dans le bus. Et voilà, donc je tiens à vous remercier pour votre écoute, mais aussi je tiens à remercier beaucoup les personnes qui ont été là pendant les temps qui n'ont pas été faciles. Et donc ceux qui vont être là donc, prochainement et qui sont là aussi aujourd'hui, ma famille, mais surtout j'ai besoin de vous. J'ai jamais fait ça, j'ai toujours rêvé de faire ça. J'ai besoin d'un tonnerre d'applaudissements pour une femme qui n'est peut-être pas en sciences, mais qui m'encourage chaque jour à rester une femme en sciences. Donc, merci à ma mamie. Merci beaucoup, Zineb. Est-ce que nous avons des questions? Tout là-bas. Il y a un micro juste ici. Merci premièrement pour cette présentation super, l'histoire aussi, j'ai beaucoup apprécié. En fait, c'était surtout, ça m'a piqué ma curiosité, j'aimerais savoir c'est quoi les noms des séquences là. Il y en a que j'ai deviné, genre diffusion et tout, mais il y en a que j'ai pas deviné. Donc. Oui, absolument. On revient à ça. Ouais, c'est là. Ok, parfait. Donc là, c'est une flaire ou une T2. Ouais. Là, c'est une flaire ou une T2. Toujours. Là, c'est une T1 avec du contraste, Gado. Et bon, je suis désolée pour les termes trop techniques. Ah non, c'était pas exactement chaque séquence, c'est quoi ouais. Si je la vois, je suis capable de la reconnaître, mais je voulais savoir c'est quoi les séquences que vous utilisez en recherche pour l'inflammation aiguë, chronique, les choses comme ça. Donc, ouais, en fait, c'est des séquences en fait dérivées des diffusions. Enfin, c'est des images dérivées de l'image de diffusion comme la fractional anisotropie, l'AFA, puis il y a l'ADC. C'est très technique encore une fois. Puis, donc, ça, c'est les deux les plus utilisés. Sinon, il y a aussi le MTR, le Magnetization Transfer, je pense. Et puis, celle qui est aujourd'hui donc, la plus utilisée, en fait, c'est tout ce qui est en fait, lié à la susceptibilité magnétique. Donc là, c'est une SWI. Mais ça peut être aussi du QSM. Est-ce que ça parle on pourra en discuter après, je pense, parce que c'est comme... Ok. Oh. Je pensais qu'il y avait comme très peu, donc pas nécessairement une très grosse liste, mais on pourra en discuter. Merci beaucoup en tout cas. Parfait. C'est super. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que nous avons une autre question? Où est le moi? Oh.
vois devant moi, mettons, je me cherche ma brosse à cheveux, elle est dans ma face, je la vois plus. C'est plein de... Je me demandais s'il y avait un lien qui ressemblait juste un petit peu avec le cerveau ou pas. J'aimerais tellement répondre à ta question. Est-ce que tu peux juste la répéter? Ah oui, ça va être compliqué. J'ai du mal aussi. Est-ce que tu... L'idée générale, donc on a une personne qui est autiste et qui trouve qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances entre ce qu'elle peut vivre et ce que vient d'expliquer Zineb. Donc elle aimerait savoir si pour elle il y aurait peut-être des choses similaires entre les deux. C'est à peu près ça. En fait, moi, j'ai pas du tout de background en neurologie. C'est juste que, vu que mon intérêt, je travaille sur la sclérose en plaques, ce qui fait que je me suis vraiment intéressée à la neurologie, spécifiquement à la sclérose en plaques. Mais peut-être, d'un point de vue symptomatique, ça peut être similaire. Est-ce que, d'un point de vue neuropathologique, pathophysiologique, ça peut être similaire? Je sais pas, je suis pas sûre. Peut-être, je suis vraiment pas sûre. C'est sûr qu'il y a un problème de communication qui se passe dans le cerveau. Donc, ça se manifeste de façon similaire, mais peut-être que c'est pas vraiment le même phénomène pathophysiologique. Mais encore une fois, c'est pas du tout mon domaine. Mais ouais, je pourrais chercher. Wouh. Super. On aurait encore le temps pour une question. Ah. Oh, oui. Il faudrait juste parler un peu plus fort. Oui. C'est quoi ma force pour contribuer pour continuer et faire en plus la recherche, c'est ça? En fait, je dirais que vraiment je l'aborde d'un point de vue scientifique, dans le sens où c'est juste une problématique qui s'est posée devant moi, que j'ai comprise, que j'ai très bien comprise à travers mes symptômes. Et donc, en tant qu'informaticienne, il n'y a pas trop de conflit d'intérêts. Donc, je me dis que c'est quand même cool. Et c'est comme vraiment un problème vraiment scientifique pour moi. J'aime trop la science, je suis curieuse. Et disons que c'est un peu ça. Donc, j'ai vu qu'il y avait comme beaucoup de défis, ce qui est égal à beaucoup d'opportunités. Donc, je me suis dit, let's go. On aurait le temps pour la dernière question, si tu veux. Merci beaucoup. J'ai déjà vous admire beaucoup comme femme migrante au Québec, si j'ai bien compris. Oui. Et donc, j'aimerais savoir un peu plus de votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené ici au Québec pour faire ta recherche et aussi la force qui t'a porté ici pour poursuivre tes rêves. J'aimerais savoir ça. Oui, en effet. On m'a beaucoup posé cette question parce que tous mes collègues aussi, ils sont en train de travailler avec leur Brabus. Mais en réalité, c'est vraiment la recherche sur la sclérose en plaques qui m'a amenée ici au Québec. Quand j'ai vu en fait qu'en tant qu'informaticienne, je pouvais aussi contribuer de façon très originale. Donc dans mon labo, on fait des choses vraiment ça m'avait fait rêver. Du coup, je me suis dit, je vais faire tout pour intégrer le labo et travailler sur la sclérose en plaques. Et malgré tous les défis qui viennent avec, en tant qu'étudiante internationale qui a été diagnostiquée autre qu'ici, donc il y a beaucoup de défis qui viennent, mais donc c'est pour la recherche scientifique encore une fois que je me dis allez, let's go, YOLO. Merci beaucoup Zineb. Merci beaucoup.